rebonjour, ou plutôt bonjour aussi peut-être à celles et à ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Alors la France, on le sait, c'est l'Hexagone, ça n'est pas que l'Hexagone, ce sont évidemment les merveilleux territoires ultramarins, mais ce n'est pas de ces territoires-là dont je vais vous parler. La France est aussi une histoire millénaire qui s'est exportée, mais qui a aussi apporté beaucoup du reste du monde. Alors évidemment, c'est à travers aussi l'empire colonial, avec ses lumières et aussi ses ombres, mais pas seulement. La France a nourri une passion d'universalité et on la retrouve, en fait, cette universalité dans plusieurs Orients. Et ça a été aussi pour les Français, les Françaises, une manière de s'éveiller aussi aux réalités des autres cultures, des autres civilisations, aux autres manières de vivre, de penser, d'agir. Et donc c'était une projection un peu dans les cultes et dans les cultures, parce que les cultes et les cultures sont intimement liés, parce que derrière chaque civilisation, il y a aussi une religion, une manière d'appréhender le monde, que tout ça parle, évidemment. Et ben c'est en fait trois voyages qui permettent de découvrir des ailleurs et qui permettent en même temps d'approfondir en fait notre propre imaginaire, parce que ces ailleurs ont nourri vraiment l'imaginaire français. Ce sont donc trois destinations que moi je considère majeures et que je considère toutes les trois assez éblouissantes dans trois Orients: l'Orient du Maghreb, l'Orient méditerranéen et l'Orient asiatique, l'Orient de l'Extrême-Orient, vous voyez. Et donc, je dirais que c'est une manière de découvrir pourquoi à Paris il y a une grande mosquée construite sur le désir du maréchal Lyautey, en hommage aux soldats musulmans morts pour la France en 1914-1918. Pourquoi à Paris il y a une grande pagode, qui d'ailleurs à un moment est devenue un cinéma, mais bon, pourquoi pas. Et pourquoi aussi, évidemment, la mémoire de Ferdinand de Lesseps, le créateur du canal de Suez, une formidable aventure industrielle française, entre autres à Versailles, mais on trouve sa trace aussi à Paris. Ben, tout ça, c'est une manière de rencontrer un peu aussi, je dirais, notre propre histoire à travers ces grandes histoires. Alors le premier Orient, celui qui nous fait face, c'est évidemment l'Algérie. Alors je tiens à vous dire très précisément que c'est vraiment un voyage d'exception qui est exceptionnel, parce que l'Algérie s'ouvre au tourisme comme en fait l'Algérie ne s'était pas ouverte depuis très très longtemps, et pendant longtemps il a été vraiment difficile d'y être un voyageur individuel, n'est-ce pas? Et même ça reste un peu compliqué. Et donc là c'est une véritable découverte ou redécouverte, parce que évidemment avec l'Algérie nous avons une histoire commune et qui perdure, une histoire qui est faite de passions. Alors certaines passions sont exacerbées, d'autres sont, je dirais, plus raisonnables et plus profondes, mais c'est évidemment quelque chose qui est fondamentalement là une part de notre histoire récente, puisque l'indépendance de l'Algérie, c'est 1962. Et donc le chemin choisi, c'est le chemin de la côte. Pourquoi? Parce que cette côte qui était appelée la côte des Barbaresques, c'est avec elle qu'on a eu affaire. C'est elle qui a vraiment projeté, je dirais, l'Algérie que nous connaissons, puisque l'arrière-pays, l'Atlas et les montagnes, c'est plutôt le pays berbère qui vaut la peine, mais là c'est plutôt du trekking, vous voyez. Donc moi je ne suis pas un grand adepte, je vous le confie, de l'effort physique démesuré. Là je l'avoue, mais c'est comme ça. Donc ce parcours de l'Oranie au Constantinois, avec Alger en son centre, c'est une histoire totalement contrastée qu'on va voir, qu'on va visiter. C'est aussi une espèce de plongée archéologique, parce que là, il y a l'ancien royaume de Numidie, Jugurtha. Rome est à peine née quand ce royaume est déjà très puissant, royaume qu'on qualifiera de berbère. Ensuite, il y a le monde berbère christianisé. Saint-Augustin, le grand Saint-Augustin, le père de l'Église parmi tous les pères de l'Église, il est originaire de cette région. Il est originaire de la ville qui s'appelait Hippone.
qui s'est ensuite appelée Bonn, n'est-ce pas, et qui s'appelle aujourd'hui Annaba. Et toute cette région avait été très profondément christianisée avant l'apparition de l'islam, et on verra aussi la floraison de l'islam médiéval dans toute cette région qui, évidemment, est très liée à l'islam andalou. Ceux d'entre vous qui sont rendus à Séville, Cordoue, etc., verront tout à fait la parenté, parce que vous voyez combien le détroit est facile à traverser. Puis après, il y aura le règne des pirates barbaresques. N'est-ce pas ? On va en parler. Et puis, finalement, la conquête coloniale française, illustrée par la figure, de l'autre côté, très puissante, très noble, de Abdelkader. Je sais pas, peut-être nourri vos lectures. Et puis enfin, la guerre d'indépendance, soldée en 1962, mais aussi la guerre civile des années 1990. Et aujourd'hui, une Algérie qui veut véritablement se tourner vers le monde, s'ouvrir, et qui est réellement à découvrir dans son état actuel, parce qu'en fait, c'est un pays peut-être un des plus, je dirais, un des plus méconnus que nous croyons connaître, mais qui est un des plus méconnus dans son état actuel, et c'est une véritable découverte. C'est un véritable parcours de découverte. C'est la première fois, en fait, que le voyage d'exception se lance dans cette aventure, il faut le souligner, c'est une ouverture de voie. Alors, quand on veut regarder un peu quelles sont les différentes choses qu'on va voir, on va commencer par Tlemcen. Alors, Tlemcen, c'est une ville qui est à mi-chemin entre la Méditerranée et le Sahara. C'est une ville, en fait, qui est aussi à mi-chemin entre l'Algérie et le Maroc. C'est une ville carrefour, c'est une ville charnière, c'est une ville mauresque, très mauresque, et en fait très marquée par, véritablement le fait qu'au Moyen-Âge, ça a été une capitale à la fois religieuse et politique très importante. Donc, entre autres, la grande mosquée de Tlemcen, c'est un vrai spectacle époustouflant, sachant aussi que, malgré tout, cette ville garde son empreinte berbère et que c'est la ville d'Algérie, mais ça ne sera pas le moment où on ira, mais c'est la ville d'Algérie où on continue à fêter le Nouvel An berbère. Vous voyez, donc on voit une superposition, une mosaïque de culture. C'est ça qui est intéressant, c'est de plonger comme ça, je dirais, dans cette profondeur. Et de là, nous irons à Oran. Alors, bon, c'est l'éternel débat. Qu'est-ce que vous préférez, Alger ou Oran? Oran, c'est l'autre Marseille. D'abord, c'est une ville qui est grande, mais qui n'est pas gigantesque. C'est une ville portuaire, n'est-ce pas? C'était avec Mers el-Kébir, ce qui est aujourd'hui Mers el-Kébir, dans l'Antiquité, les Romains avaient surnommé Portus Divini, le port créé par Dieu, parce que c'est une anse naturelle tout à fait extraordinaire. C'est la capitale économique et culturelle de l'Algérie, la plus dynamique, la plus puissante. C'est une ville qui a toujours été très riche de vie intellectuelle. C'est là qu'a vécu, entre autres, Ibn Khaldoun. C'est un auteur médiéval arabe, mais c'est le premier inventeur de la sociologie. C'est lui qui dit il ne faut pas simplement faire de l'histoire, il faut décrire les peuples, comment ils s'habillent, comment ils mangent, enfin, etc. Et ça a été aussi un centre important séfarade, juif séfarade, puisque beaucoup de juifs chassés d'Espagne après la Reconquista, vous savez que les rois et les reines très catholiques demandaient aux juifs de se convertir ou de partir. Beaucoup d'entre eux sont partis dans l'Empire ottoman, mais beaucoup sont aussi partis à Oran. Donc Oran, c'est une ville multiple, c'est une ville des métissages, et ce qui le prouve aussi, c'est tout son quartier haussmannien, un mélange des styles. C'est une ville de la rencontre, une ville de la confluence, avec sa grande promenade. C'est aussi la ville, évidemment, du raï, c'est-à-dire de cette nouvelle musique algérienne qui est très pop, souvent chantée en français, d'ailleurs, parce que c'est une ville très tournée vers la France, très francophone. Et puis c'est la ville aussi de la mouna, c'est-à-dire de cette grosse brioche pascale, n'est-ce pas? Alors, juste, je précise, pour ceux qui aiment les pâtisseries, c'est qu'on ne mange pas d'oranais. Vous savez, l'oranais, c'est une tartelette aux abricots à Oran.
Parce qu'en fait, on appelait ça l'Oranais, mais ce n'est pas une spécialité d'Oran, tout simplement. Donc une ville vraiment très très forte, avec dans cette ville le palais du bey. Alors, c'est un grand palais de Hassan Bey. Au moment où ce territoire, cette terre d'Algérie, n'est-ce pas, qui a connu véritablement les Romains, les Espagnols, qui a connu les Arabes, etc., et sous l'Empire ottoman, c'est-à-dire dirigé depuis Constantinople, ce qui est aujourd'hui Istanbul, les Turcs. Et donc il y a un bey, il y a un pacha, qui représente le pouvoir de ce qu'on appelle alors la sublime porte, c'est-à-dire le leadership turc qui est à Istanbul. Et donc on a là aussi un mariage des styles entre le monde arabe et le monde turc, puisque le monde turc lui-même s'inspire du monde byzantin. Enfin, un palais prodigieux parce que c'est un immense jardin à une suite en fait de bâtiments tout à fait extraordinaires. Et c'est un endroit évidemment de paix dans cette grande ville. C'est un endroit de paix et une découverte, un parcours architectural et esthétique tout à fait remarquable. Nous irons ensuite à Cherchel, sur la route de Tipaza. Alors, Cherchel, ça a été en fait une grande colonie romaine, vous voyez, puisque lorsque les Romains ont battu Carthage, Carthage c'est aujourd'hui Tunis, mais Carthage, le royaume de Carthage s'étendait sur tout le Maghreb. Vous vous souvenez peut-être, c'est une leçon de latin. Carthago delenda est, disait Caton l'Ancien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en fait, c'est une formule latine. Il faut détruire Carthage. Il faut absolument détruire Carthage. Carthage va être détruite. Carthage est détruite. C'est une forme de futur impératif absolu. Et Carthage fut détruite. Et donc, les Romains ont vraiment colonisé tout le Maghreb. Et Cherchel était une ville très importante pour Rome, parce que Cherchel s'appelait Césarée. Césarée, la ville de César. Alors vous aviez plusieurs Césarées sur tout le parcours de la Méditerranée. Vous en avez une qui s'appelait Césarée de Palestine, Palestine au sens de la province romaine de Palestine. Il n'y a pas de connotation à cette époque-là comme aujourd'hui. Césarée de Palestine, c'est Haïfa, le port de Haïfa. Et vous aviez Césarée de Cappadoce. C'est la ville en Cappadoce, au cœur de l'Asie mineure, de Kayseri, en Turquie. Donc vous avez des Césarées partout. Les Césarées, c'était les grands centres administratifs, les villes préfectorales. Et donc Cherchel, c'était ça, avec une ville romaine, on va le voir ensuite, ce qu'on appelle les ruines romaines de Tipasa, mais donc avec une véritable... Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il faut traverser la Méditerranée pour trouver, en fait, des ensembles romains comme on ne voit pas en Italie, à part Pompéi. C'est ça le truc. Alors, il y a l'Algérie, il y a la Libye. Bon, la Libye, pour l'instant, on ne va pas y aller. Je sais que vous en avez envie, mais il va falloir attendre un peu, que la guerre se calme. Et donc, on a des ensembles architecturaux extraordinaires. Vous voyez, là, vous verrez non seulement... je dirais, vous avez, vous voyez, le forum, etc. Il y a un amphithéâtre, parce que Césarée de Mauritanie, c'était comme ça qu'on l'appelait, cette Césarée-là était célèbre pour ses combats de gladiateurs. Les gladiateurs qui arrivaient à vaincre à Césarée, on les amenait à Rome, parce que c'était des champions, tu vois, c'est une espèce de centre de sélection. Donc cet amphithéâtre de gladiateurs, évidemment, on a tout ce qu'il faut pour véritablement faire un parcours extraordinaire. Vous avez vu ce bord de mer, c'est quasiment idyllique. On voit que les Romains avaient du goût. Et donc ces ruines romaines qui sont extraordinaires, il y a évidemment le forum, la nécropole, un arc de triomphe, il y a un phare, puisqu'on est au bord de mer. Il y a les aqueducs pour amener l'eau, il y a des mosaïques. Sachant que plus tard, Cherchel, qu'on va aussi découvrir en dehors de cette ville magnifique, antique, figée dans l'éternité, eh bien, ça a été aussi une ville où sont venus les Andalous,
une fois qu'ils ont été chassés d'Espagne. Et donc c'est une ville aussi extraordinaire. C'est aussi une petite cité portuaire, 40 000, 50 000 habitants, donc avec aussi sur le port des tas de petites tavernes à poissons, etc. Il y a une atmosphère à Cherchell particulière. Et il faut savoir qu'en 1942, lorsque la France était occupée, l'école militaire de Saint-Cyr avait été transportée à Cherchell, d'où le fait que Cherchell, pour les militaires français, reste un nom très évocateur. Évidemment, après, Saint-Cyr a été rapatrié à Coëtquidan. Bon, je vous laisse libre de penser que peut-être nos élèves officiers étaient quand même mieux là, mais bon, c'est comme on voudra, puisque la Bretagne, c'est bien aussi. Enfin, alors, de Tipaza, on va aller à Alger. Alors là, voilà. Alger, c'est aujourd'hui 3,5 millions d'habitants. Ça a toujours été une ville dominante, ça a toujours été une capitale, puisque Algérie, ça vient de Alger. Al-Jazair, c'est le nom de la ville en arabe, et c'est ce qui donne l'Algérie. Vous avez d'ailleurs eu la reprise de cela par une célèbre chaîne de télé, payée par le Qatar, Al Jazeera. Alors, elle a des tas de surnoms, la Sublime, etc. Enfin, son plus grand surnom, c'est Al-Baïda, Alger la Blanche. Alors, donc, cette ville, elle est tout à fait, je dirais, marquée par son histoire, puisque là, on voit le grand minaret de la mosquée, mais c'est aussi la ville de Notre-Dame d'Afrique. C'est aussi la ville qui a été prise aux Espagnols par Barberousse. Barberousse qui était le grand amiral en fait des Turcs en 1520. Donc là aussi, ville berbère, ville romaine, ville arabe, ville turque, et puis ville française, et puis ville algérienne. Donc le parcours à Alger va être tout à fait extraordinaire. Et évidemment, on ne peut pas aller à Alger sans aller à la Casbah. C'est la vieille ville, ce on appelle la Casbah d'Alger, mais en fait c'est la Médina, c'est la vieille ville, c'est le centre historique, bâti sur le rocher, en hauteur, avec ses ruelles extraordinaires, ses mosquées, ses marchés, et puis ce fut aussi le grand bastion du FLN durant la guerre d'indépendance, et vous avez eu certainement des images de ces soldats français patrouillant dans la Casbah d'Alger. Ça a été un lieu évidemment de lutte. La Casbah d'Alger, voilà, c'est là où on est dans l'Orient. C'est-à-dire, c'est la ruelle, le souk, les odeurs, la ville méditerranéenne par excellence. Mais on ne fera pas que ça, on verra aussi évidemment des choses bien plus modernes, comme le musée de l'Indépendance, dont vous voyez que le dôme est orné de versets coraniques, puisqu'en fait son véritable nom c'est le musée de l'Indépendance du Moudjahid. Le Moudjahid, c'était les combattants du FLN, mais le Moudjahid, c'est aussi le soldat de Dieu, n'est-ce pas? Et donc on va voir là, évidemment, comment un État, mais le nôtre a fait la même chose, tous les États font la même chose, en quelque sorte écrit son histoire, institutionnalise son histoire. Hein, c'est tout ça qu'il faut bien comprendre. Nous aussi, n'est-ce pas, on a, je dirais, une histoire républicaine qui voilà, distribue les bons et les mauvais points. Là, c'est pareil, mais c'est intéressant parce que ça montre ce visage de l'Algérie indépendante. Alors, nous continuerons malgré tout, tout près d'Alger, à aller voir les ruines romaines de Djémila. Alors là, c'est très simple, c'est l'ancienne Cuicole. C'est en fait, on est tout proche de Sétif aussi. Bon, là, c'est le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ancienne colonie romaine au 1er siècle, voulue par l'Empire.
Là, forum, temple, basilique. Vous savez que les basiliques, au départ, ça devient des temples chrétiens, mais au départ, ce sont les temples du culte civil de l'empereur Basileos. Basileos, ça veut dire empereur. Donc, vous avez tout cela, les arcs de triomphe. Nous sommes à 900 mètres d'altitude. Le paysage alentour est totalement spectaculaire. C'est vraiment une cité promontoire pour dominer toutes les vallées autour, n'est-ce pas? C'est une ville carrefour. Bon, il faut savoir que c'est considéré, non sans raison, comme un des plus beaux sites romains au monde. Un des plus beaux. Si ce n'est vraiment, il est parmi les 3 sites romains les plus complets, les plus beaux. Alors, ensuite, Constantine, qui fut capitale de la Numidie, donc des Berbères, si vous préférez, de l'an 300 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 40. Ça a quand même été une capitale pendant... alors, c'était il y a 2000 ans, mais ça a été une capitale pendant 3 siècles et demi. Elle s'appelle Constantine parce que quand les Romains sont arrivés, ils lui ont donné le nom de l'empereur Constantin, celui qui s'est converti au christianisme. C'est une ville impériale. On l'appelle aussi la ville des aigles. Pourquoi? Parce que c'est une ville, en fait, qui est bâtie sur des précipices et des collines qui sont reliées par des ponts suspendus. Totalement spectaculaire. N'est-ce pas? Véritablement totalement spectaculaire, avec, évidemment, ce qu'il y a d'anciens aqueducs romains, de ponts modernes. C'est une ville aussi vibrante, qui a son caractère propre, parce que là, on est loin d'Alger déjà, c'est, je dirais, une autre Algérie, comme nous, quand on traverse nos provinces, je dirais, de la Bourgogne à la Savoie, c'est pas tout à fait les mêmes, ni architectures, ni les mêmes mentalités, ni vraiment la même nourriture. On mange très bien aussi dans le Constantinois comme à Oran. Et on visitera les gorges de Rumel. Voilà un ensemble spectaculaire, mais vous voyez la ville là derrière? Voilà sur quoi elle est bâtie cette ville. Alors ces gorges, en fait, il y en a 200 km. C'est un paysage tout à fait sidérant. On passe de la ville comme ça à cette rupture minérale. Et c'est une promenade tout à fait inoubliable. Comment? Le pont suspendu, il ne faut pas avoir le vertige. Non, ou alors il ne faut pas regarder, quoi. Faire comme moi. Hein? Il faut fermer les yeux, donner la main à sa femme. Et ensuite faire semblant que tout va bien. Et on finira sur Tingad. Là aussi des ruines romaines, parce que je vous dis, ça a été une grande part de l'Empire. Ces ruines sont toutes différentes, ne vous inquiétez pas. Bon, là, c'est tout simplement la Pompéi de l'Afrique du Nord. C'est Trajan qui, en lançant, a voulu créer cette ville. Il y a des thermes, entre autres, un théâtre, n'est-ce pas? Et je vous assure que, voilà, moi qui suis né près d'Avignon, Glanum, dans le Vaucluse, nous sommes fiers d'avoir 2 pierres venant de l'époque romaine. Bon, là, il y en a un peu plus, et c'est un peu plus clair, un peu plus explicite. Et surtout, ce sont des sites lisibles. Parce qu'il y a un problème sur les sites archéologiques, c'est que très souvent, ils sont quand même difficiles à saisir. Ceux-là, ils sont tous lisibles parce qu'ils ont été conservés. Comme ça, voilà. Donc, voilà un peu pour cette Algérie, encore une fois, qui est véritablement une première. Alors, évidemment, il y a beaucoup de mémoires qui y sont attachées. Ce sont des mémoires contradictoires, parce que ce qu'on a appelé la guerre d'Algérie, c'est une guerre qui se déploie aussi en plusieurs guerres. C'est une guerre entre le FLN et l'État français, mais c'est aussi une guerre entre les gens du FLN et les Harkis, qui sont les Algériens ralliés à la France. Et puis en France, c'est une guerre aussi civile entre les gaullistes et l'OAS, n'est-ce pas? Donc c'est une guerre démultipliée. Comment est-ce qu'on fait pour articuler un peu toutes ces mémoires? C'est compliqué, mais c'est une occasion de voir, en fait, ce que c'est devenu, particulièrement, évidemment, si, pour des raisons familiales, on a des attaches. Je pense que c'est
fait important parce que moi, je peux vous dire que je suis né en 1960. J'ai un bon ami à moi qui est né en Algérie, mais il n'a jamais vu l'Algérie. Parce qu'il en est parti à l'âge de 2 ans. Et donc, je ne sais pas, peut-être qu'il va avoir envie de venir parce que... Voilà. Alors évidemment, c'est plus le même pays, c'est un pays, encore une fois, indépendant. Il ne faut pas non plus greffer toute notre histoire dessus. Mais malgré tout, voilà, on est très liés. Et puis, il y a la présence, évidemment, des Algériens en France. Vous voyez, pour ceux qui s'intéressent à la littérature, Assia Djebar, elle est membre de l'Académie française, elle est académicienne. Ben, elle est née à Cherchel. Vous voyez? Donc, il y a toujours ces échanges. Et la francophonie, évidemment, qui rassemble. Voilà. Sans compter, évidemment, la découverte d'une gastronomie tout à fait exceptionnelle. C'est tellement bonne, d'ailleurs, qu'on a fini par croire qu'elle était française, puisqu'il y a vraiment beaucoup de Français qui doivent penser que le couscous est un plat français, n'est-ce pas? Et gaulois. Mais là, vous le découvrirez dans son jus, si je puis dire. Voilà. Ça, c'est donc un premier parcours. Et encore une fois, moi, je suis heureux de le faire. Le deuxième, que là, je connais infiniment mieux, parce qu'il semble plus connu, mais l'articulation qui vous est proposée le révèle d'une autre manière. Donc, ce deuxième Orient, c'est à mi-chemin de l'Afrique et de... Parce que là, on est en Afrique, n'est-ce pas? À mi-chemin entre l'Europe orientale, déjà, les Balkans, l'Afrique, et puis par la mer Rouge, la voie vers l'Asie. Donc là, il y a un parcours tout à fait étonnant qui lie en fait donc la mer Égée et la mer Rouge. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que d'abord, depuis l'Antiquité, en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais par exemple, lorsque les pharaons régnaient en Égypte, en fait, ils avaient la main sur la Crète, qui est là, n'est-ce pas? Beaucoup de dieux de l'Égypte passent à la Grèce. Donc il y a toujours eu des échanges, et évidemment, cette région a toujours été aussi le terminus des routes de la soie, qui venaient de Chine, route des épices, route des pierres précieuses, parce que quand on part par là, après, ça va être l'Asie, avec ces grandes routes qui arrivent là, et puis là, ça va être la distribution vers l'Europe de tous ces biens rares et précieux. Donc, ce voyage, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que généralement, on fait la Grèce, puis quand on pense que la Grèce, c'est Athènes et la démocratie, on se dit, bon, ben, on est plutôt chez nous en Grèce, bien qu'on se rende compte en Grèce, qui est un pays que j'aime infiniment, que les Grecs sont quand même un peu balkaniques, un peu orientaux, que, je veux dire, ils ne sont pas non plus, c'est pas des Suédois, quoi, on va dire. Avec beaucoup de respect pour les Suédois. Mais en fait, ils ont aussi une vie avec tout ça. Vous voyez, l'Athènes de Socrate, elle a quelque chose à voir avec l'Égypte des pharaons. Les Byzantins et les croisés se sont affrontés. Les Byzantins, ils étaient là. Les croisés, ils arrivaient. Saint-Louis, n'est-ce pas? Les croisades, enfin, etc., un peu plus haut, mais ils vont vers Alexandrie. Et puis, évidemment, la France et l'Empire ottoman. Quand François Ier crée ce qu'on appelle les échelles du Levant, et que petit à petit, en fait, la France se porte protectrice des catholiques qui vivent dans l'Empire ottoman, dans l'Empire turc. Il y a une famille célèbre d'Izmir. Izmir, c'est là. Smyrne. Il y a une famille célèbre d'Arméniens catholiques qui ont été placés sous la protection de la France, sont devenus des citoyens français. Et cette famille a donné un premier ministre à la France. Édouard Balladur, de la famille Baladurian d'Izmir. Ah voilà, vous voyez, comme quoi il faut toujours un peu gratter, on trouve toujours quelque chose. Hein? Alors bon, c'est cet Orient-là, n'est-ce pas? Avec évidemment des rêves complètement fous, la bibliothèque d'Alexandrie, l'Antiquité, qui voulait rassembler tous les ouvrages du monde, et qui les a rassemblés, qui n'existent plus, le phare d'Alexandrie, etc. Mais aussi, évidemment, le canal de Suez, Ferdinand de Lesseps,
milieu du 19e siècle, une aventure française insensée. Pourquoi elle était insensée? Mais parce que depuis toujours, il fallait, pour gagner, il fallait traverser l'Afrique pour arriver en Asie, passer par le cap de Bonne-Espérance. Et là, d'un coup, en faisant 200 km de canal, on allait direct vers l'Asie. C'était ça, le canal de Suez. Une entreprise qui a survolté la bourse en France, enfin, etc. Une histoire, encore une fois, industrielle, totalement avec ce vieux diplomate retraité qui avait ce rêve de relier l'Asie directement en passant par là. Voilà, donc c'est bien sûr aussi, pour ceux qui aiment la littérature, la mer Rouge, c'est un autre grand français, Henri de Montfred, Les Secrets de la mer Rouge, qui était quand même sur les traces d'Arthur Rimbaud, mais enfin qui a été trafiquant de perles, trafiquant de drogue, qui a refusé, il a fini sa vie là, dans la Sarthe, à fumer de l'opium, enfin, etc. Enfin, ça, c'est l'époque de ces grandes figures, de ces aventuriers phénoménaux que nous avons eus aussi. Il n'y a pas que les Anglais. Il y a nous aussi. Voilà, donc, on va y aller. Donc, ce voyage, c'est cette liaison. Alors, le Star Clipper, j'ai été dessus, très sincèrement. C'est-à-dire, c'est un bateau, c'est un vrai voilier qui marche à voile. Ça a été fait avec un goût. Je pense que le type qui a fait ça au départ a dû, comme Ferdinand Lesseps, il a dû être pris comme un fou de vouloir armer des bateaux de cette sorte, qui sont faits avec, je dirais, un luxe en rien tapageur, d'excellent bon goût. Tout est de bon goût. Tout est à taille humaine. Je crois qu'il y a quelque chose pour la place pour 140 personnes, quelque chose comme ça, pas plus. C'est pas les équipages sont formidables. C'est quelque chose de très rare, vous voyez. Même si à côté du Vertige on a le mal de mer, là on n'a pas le mal de mer parce qu'on n'a pas le temps tellement c'est beau. Et c'est. Alors, vous voyez, c'est, je vais vous dire franchement, j'ai pas vu ça quoi ailleurs. Alors il y en a un autre dans la même compagnie, le Royal Clipper. Mais je vous dis, c'est une volonté. Le gars a eu la volonté de faire des bateaux comme on faisait autrefois, à voile, et d'offrir un cadre raffiné et en même temps discret. C'est le must, très sincèrement. Je vous le dis. Bon. Alors, Athènes, bien sûr. L'Acropole. Bon, Athènes, c'est Athènes. Bon. On n'y peut rien. C'est là où il y a eu le miracle grec au IVe siècle. C'est là où ont été inventés tous nos modes de pensée. La philosophie, la politique, la science, la technique. Voilà, autour de cette Acropole. Mais Athènes, c'est aussi une cité moderne. C'est la capitale de la Grèce. Donc, moi, j'amène souvent les gens faire une escapade aussi dans les halles d'Athènes, ce qu'on appelle l'agora d'Athènes, qui sont d'ailleurs juste en bas de l'Acropole, et là où on est dans un marché oriental où pendent les têtes d'agneau, enfin, etc. Donc on a ce mélange entre cette ancienne Grèce, cette Grèce, je dirais, ottomane, et puis aujourd'hui, cette Grèce moderne. Et il faut sentir la ville. Elle est palpitante, et puis c'est de là où, évidemment, on passe au Pirée pour partir en bateau et aller ensuite à Hydra. Alors, Hydra porte très très mal son nom, parce que Hydra, c'est hydro, l'eau. Il n'y a pas d'eau sur Hydra, l'eau est amenée à Hydra par bateau, parce qu'il n'y a pas d'eau sur Hydra. Donc c'est une île, tu vois, qui a un nom contradictoire, quoi. Mais évidemment, c'est une perle des îles saroniques, c'est-à-dire celles qui sont en face d'Athènes. Vous avez Poros, Égine, vous avez Spetsé et vous avez Hydra. Et Hydra, c'est la plus belle. Vous voyez un peu cette architecture. Et surtout, sur Hydra, il y a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de véhicules autorisés. On se déplace à pied ou en calèche. Bon, ce qui laisse un peu à la fois des traces physiques et des traces odoriférantes.
Mais c'est une île, voilà, c'est la petite perle, je veux dire. C'est vraiment l'île de beauté, l'île organique, l'île magnifique. Et c'est un arrêt indispensable qui nous amène un peu plus loin à Monenvassia, qui est dans le sud du Péloponnèse. Alors évidemment, c'est croisé. Qu'est-ce qui se passe? Les croisades. Bon. Généralement, c'est le quatrième enfant, celui qui n'a pas d'héritage. Les croisés partent, bon, pour se tailler un héritage, libérer le tombeau du Christ et se tailler un héritage. Bon. Ils arrivent, ils découvrent l'Orient. Alors, ils arrivent sur leurs gros chevaux normands, ils viennent de châteaux forts qui ont des murs comme ça, il fait froid, donc ils commencent à enlever leurs armures, ils se laissent gagner par les parfums capiteux de l'Orient, par les loukoums, enfin, etc. Bon, et puis, malgré tout, à la fin, ils se font virer. Et puis, il y en a qui se disent, mais on va quand même pas retourner dans les brumes. Donc, on va rester. Et ça donne, en fait, à tous ces comtés, tous ces duchés dans la Grèce continentale qui ont été les résultats des croisades. Et Monenvassia, c'est un mélange entre Byzance et l'architecture croisée. C'est une ville médiévale, totale, gardée en état, avec son château, avec ses remparts sur l'eau. C'est spectaculaire, c'est un peu comme ces villes complètement préservées, Gordes, Saint-Guilhem du désert, enfin, etc., ici, dans l'Hexagone. C'est une ville spectaculaire, c'est une plongée dans le Moyen-Âge, des ruelles pavées, c'est d'une beauté, et puis la mer. Donc, un arrêt à Monenvassia. Et puis, Santorin. Alors, on est parti loin parce qu'on est parti dans les Cyclades. N'est-ce pas? Alors, Santorin, n'est-ce pas? Santorin, c'est le nom italien. Le nom grec, c'est Terra. T-H-E-R-A. Alors, Santorin, c'est quoi? Ben, c'est l'île de l'Atlantide. Santorin, c'est un demi-cercle, c'est ce qu'il reste de la capsule du volcan qui a provoqué un tsunami vers l'an 1800 avant Jésus-Christ, lequel tsunami a liquidé, vous savez, toutes les civilisations qu'il y avait, minoéennes, etc., la civilisation du taureau en Crète. Vous voyez, ces antiques civilisations qui étaient liées à la Phénicie. Ce tsunami a ravagé la Méditerranée, c'est le souvenir de l'Atlantide, c'est ce volcan qui a provoqué ça, et en fait, Santorin, c'est donc un demi-cercle qui accueille, comme ça, c'est une île assez réduite dans sa largeur. Ce demi-cercle, eh bien, c'est quoi? C'est des laves rouges et des laves noires. C'est un spectacle hallucinant. Et évidemment, à Santorin, eh bien, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on continue de cultiver le cépage, un des cépages les plus anciens du monde, l'assyrtiko. Mais comme le vent tape sur les ceps de vigne qui sont accrochés à ces laves, et donc ça donne à la fois un vin blanc très minéral mais iodé, les vignes se referment et le vin, les raisins, en fait, mûrissent couverts par les vignes qui ont appris à se rétracter pour protéger le raisin. Donc voilà, c'est une des curiosités de Santorin, il y en a des dizaines. Et puis c'est la grande nourriture des Cyclades, pas le régime crétois, c'est d'abord le régime des Cyclades en fait. Et puis c'est spectaculaire, avec évidemment, vous voyez, ces maisons, etc., ces églises qui sont vraiment à pic de falaise, à pic de rocher, et vous avez une ville qui s'étend tout en longueur parce qu'il n'y a pas la place, en fait, d'être en largeur. Spectaculaire, magnifique. Ensuite, de Santorin, on passe à Rhodes. Colosse de Rhodes, que vous ne verrez pas, parce qu'il n'est plus là. Ah, mais Rhodes, c'est évidemment... D'abord, c'est une île qui se rapproche de la côte orientale. C'est une île qui se rapproche du Liban, si vous préférez, de Beyrouth, si on est déjà un peu dans l'Orient. Ah, c'est une île superbe. Elle a été aussi, alors, occupée, évidemment, par les chevaliers de Rhodes, c'est-à-dire, là, par l'ordre des hospitaliers de Jérusalem,
qui a fui la Terre Sainte, qui s'est réfugié à Rhodes, où ils ont résisté aux Turcs pendant 2 siècles. Finalement, quand Soliman le Magnifique a fini par gagner, il les a laissés repartir avec leurs armes, tellement il a trouvé que c'était des chevaliers valeureux. Ils ont tourné en Méditerranée parce que personne ne voulait d'eux. Et finalement, un pape leur a dit, prenez ce caillou inhospitalier qui s'appelle Malte, et ça donne les chevaliers de Malte. Et donc, vous avez une convergence, une collusion, une espèce d'accident monstrueux et époustouflant à Rhodes, qui est que vous avez l'architecture croisée avec l'architecture byzantine, avec l'architecture ottomane, et par-dessus, parce que les Italiens ont pris Rhodes, sous Mussolini, des monuments à la gloire de Mussolini, plus cinglés les uns que les autres. Donc c'est un éblouissement, cette île. C'est vraiment une rencontre Orient-Occident, comme il s'en fait peu. Et c'est une île vraiment bouleversante, parce qu'on se rend compte, vous voyez, de la proximité. Voilà. De Rhodes, on passe ensuite à Alexandrie. Alexandrie, c'est une ville sous l'Antiquité aussi grande, aussi importante que Rome. C'est la ville qui est sur la Méditerranée, mais qui est dans le delta du Nil. Le Nil, avec ses 2 bandes vertes, c'est le grenier à blé de l'Empire. On ne se rend pas compte de ça, parce qu'on voit l'Égypte comme un pays pauvre. Mais sous l'Antiquité, c'est l'Égypte qui fournit le blé à tout l'Empire, à toute la Méditerranée. C'est une ville qui est une ville grecque, mais qui est aussi une ville juive. C'est là où les Juifs d'Alexandrie ont traduit la Bible de l'hébreu en grec. C'est la ville des Ptolémées, les descendants d'Alexandre le Grand, les généraux d'Alexandre le Grand, dont la plus célèbre des Ptolémées s'appelait Cléopâtre. N'est-ce pas? Avec Marc-Antoine. Ses amours fous. Donc cette ville, elle a été aussi une ville cosmopolite extraordinaire jusque dans les années 55, au moment où Nasser a décidé de renvoyer tous les étrangers. Il y avait un quartier juif, il y avait un quartier italien, il y avait un quartier français, il y avait un quartier grec. Donc cette ville a aussi une architecture qui rappelle l'Europe de manière tout à fait extraordinaire. Évidemment, il y a le Yacht Club d'Alexandrie, bien fameux, etc. Et aujourd'hui, évidemment, c'est une ville égyptienne, mais qui garde cette ouverture vers la Méditerranée, le phare d'Alexandrie, la mémoire des poètes et des poétesses d'Alexandrie, comme Constantin Cavafi. C'était la ville cosmopolite par excellence. Laurence Durel, le quatuor d'Alexandrie, c'est tous les romanciers de la moitié du XXe siècle ont adoré Alexandrie comme une ville mystérieuse, comme une ville de rencontre, comme une ville d'amour et comme une ville de nostalgie. Et ça, il faut avoir vu Alexandrie. Voilà. Ensuite, Port Saïd, là, c'est très simple. C'est Ferdinand de Lesseps, 1859, décide de lancer son projet de creuser un canal. Tu vois, aller creuser un canal sur 200 km. On est en 1859. Hein. Mais voilà que le représentant du pouvoir ottoman, l'Égypte est en train de s'émanciper des Ottomans, est d'accord, mais alors on va dire, il faut un endroit, il faut créer un hangar pour creuser, quoi, pour les travaux. Ce hangar, c'est Port Saïd, qui est sur la Méditerranée, et en bas, vous avez Suez, sur la mer Rouge, des 2 côtés du canal. Et Port Saïd, évidemment, c'est une ville qui va attirer les ingénieurs européens, etc. Et donc le hangar va prendre d'un coup une dimension spectaculaire, et c'est une ville, là encore, mi-Orient, mi-Occident, et qui est un grand port et une ville formidable où on retrouve finalement, je dirais, ces années 1920, belle époque, où là où le canal fleurit, ce canal qui va être, vous le savez, l'enjeu des guerres, plus tard entre Israël et l'Égypte, dont en 1956, le fait que Nasser, le Raïs, le chef de l'Égypte, chef politique de l'Égypte, nationalise le canal,
les Français, nous et les Britanniques, on pense qu'on est encore de grandes puissances coloniales, on intervient contre lui, appuyé par les Israéliens. Les Américains ne veulent pas que Nasser tombe du côté soviétique, mais il va le faire. Et alors, il siffle la fin de partie, on rentre chez nous, et le canal est nationalisé, et l'Amérique vient de nous expliquer que c'est elle qui régente le monde, à l'ouest au moins, désormais. Voilà, ça c'est un moment... Voilà, ça c'est Port Saïd. Alors voilà, Port Saïd aussi, c'est mystérieux. Vous voyez, les Seps, vous voyez, toutes ces aventures, c'est tout à fait... vous voyez, ce canal... Alors, il a été recreusé depuis pour laisser passer des bateaux de plus grand tonnage, mais c'était une histoire folle, c'était relier l'Europe et l'Asie. Quand Christophe Colomb découvre les Amériques, en fait, il ne découvre pas les Amériques, il cherche une nouvelle route pour l'Asie. Parce que ce rapport entre Europe et Asie, c'était vraiment un rapport qui nécessitait des immenses périples. Et là, d'un coup, crah. Et c'est la France qui fait ça. Avec pas mal de gens qui avaient mis leur argent dans cette aventure, qui se sont réellement enrichis, contrairement aux emprunts russes pour construire le train russe. Là, ça s'est très mal passé. Voilà. Ah, le Caire. Ah oui, pardon, il reste le Caire. Bon, le Caire, c'est la ville monde. Le Caire, c'est la ville ventre. Le Caire, on ne sait plus où donner de la tête. Le Caire, c'est tout l'Orient. Alors, évidemment, El-Azhar, qui est un peu la mosquée El-Azhar et l'université El-Azhar, qui sont, c'est une manière un peu de parler qui n'a pas grand sens, mais le Vatican du monde sunnite dans l'islam. Mais il y a aussi le vieux Caire copte, puisqu'il y a aussi cette chrétienté copte. Enfin, voilà, le Caire, c'est le Nil. Enfin, quand vous êtes passé par le Caire, vous n'avez plus rien à redouter de rien dans la vie. Vous avez découvert le tourbillon du monde et vous considérez que Calcutta, c'est une sorte un peu de station de station un peu trop calme. Mais c'est une découverte. C'est magnifique. Le désert de Gizeh à côté, le Sphinx. Hein, quand on est au Caire, voilà, quand on est au bord du Nil, au centre du Caire, on est à 20 minutes du Sphinx. Ce Sphinx qui justement montre tout ce voyage parce que le Sphinx, c'est une figure énigmatique, vous savez, avec son sourire comme ça. Bon, alors tant qu'il est là, il dit rien. Et lorsqu'il passe en Grèce, c'est ça le génie grec, il se met à poser des questions sur le sens de la vie, et particulièrement en disant quel est cet animal qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi, à 3 pattes le soir. Vraiment, c'est l'être humain. L'homme, mais enfin au sens où la femme est un homme comme les autres. Voilà donc la découverte de ces pyramides, la découverte évidemment du musée du Caire, qui est... qui est vraiment une traversée de ces temps pharaoniques où on pourrait passer des jours, en fait, et où on découvre vraiment cette civilisation, une des grandes civilisations fondatrices, n'est-ce pas? Donc, le Caire, c'est tout cela, et c'est une découverte, pour ceux qui, et celles qui ne connaissent pas, c'est une découverte impérissable. Impérissable. Alors, Troisième Orient. Alors, celui-là, il est beaucoup plus lointain. Il est dans la péninsule d'Asie du Sud-Est, le long du Mékong. Il nous fait passer du Cambodge au Vietnam, c'est-à-dire qu'il nous fait traverser ce qu'on appelait naguère à l'Indochine. Enfin, dans toutes ces parties, la Cochinchine, l'Indochine, c'est-à-dire tout de même des mystères envoûtants pour tous les explorateurs, mais là encore aussi pour les écrivains, les artistes de la Belle Époque, et jusqu'à aujourd'hui, c'est une des parties, je dirais, fondamentales de notre imaginaire. C'est notre lien à l'Asie, bien plus que la Chine, en quelque sorte, ou le Japon. Ben, pourquoi? Parce qu'on y est allé. Pourquoi? Parce que, bon, on y est resté.
Mais beaucoup plus, vous voyez ce que je veux dire? Bon, si je vous dis la Mongolie, bon, il y a peut-être quelques écrivains français qui ont parlé de la Mongolie, mais bon, l'Indochine, c'est pour nous l'Asie. Voilà. Et donc là, c'est une croisière fluviale. Alors sur un bateau, là aussi, magnifique. Hein. Vous voyez, là, je veux dire, bon, on est dans... Ah, vous êtes dans un film, là. Soyons sérieux, je veux dire, ça y est, vous êtes starisé, c'est Hollywood. Non, mais sans rire. Voilà, c'est-à-dire que le bateau lui-même va avec le voyage. C'est toute une esthétique, n'est-ce pas? Parce que cette Asie-là, c'est d'abord de l'esthétique. En tout cas pour nous. Vous voyez? Donc vous êtes de suite en contact avec les matériaux, avec les couleurs, avec les formes. Voilà. Et donc, premier arrêt, alors c'est Siem Reap. Alors, Siem Reap, juste parce que c'est là où on va au temple d'Angkor. Vous savez, le temple d'Angkor, c'est André Malraux qui dit d'avoir redécouvert, qu'on l'aurait oublié. C'est pas vrai, ça a toujours été un grand sanctuaire bouddhique. Et Malraux était un peu, plein de mythomanie géniale. Mais bon, on n'est même pas sûr qu'il y soit vraiment allé en plus, donc qu'il ait découvert, ça fait beaucoup, tu vois. Mais je plaisante, là. Ah. Il aurait même piqué des pierres. Hein? Oui, et puis qu'il aurait fait sa petite fortune en volant des pierres, ouais, bon. Bon, Siem Reap, c'est une ville, c'est la ville de départ. Elle veut dire, c'est là où les Siamois ont été aplatis, ont été écrasés. C'est là où les Siamois ont pris cher. Et en fait, c'est parce que c'est une victoire de l'Empire Khmer, puisque le peuple du Cambodge sont les Khmers, sur les Siamois. Le royaume de Siam, c'est la Thaïlande. Donc le nom de la ville, c'est Victoire. Et donc les Khmers, là, ont été vainqueurs au moment de leur grand empire vers le XVe siècle. Alors on verra la ville. La ville, je dirais qu'on plonge. Vous savez, il y a des endroits comme ça. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Moi, je suis allé en Union soviétique avant que ça devienne la Russie. J'en avais l'impression que j'étais dans un déjà-vu. J'étais jamais allé, mais je reconnaissais tout. Non, mais c'est vrai. Si vous allez à New York, la première fois qu'on va à New York, on regarde Manhattan aussi, parce qu'on est tellement imbibé d'images. Et Siem Reap, c'est l'Asie, c'est le Cambodge, c'est le vieux marché, c'est les coulis, c'est les pousse-pousse, c'est les tut-tut. On est de suite plongé et on a l'impression d'une reconnaissance, tu vois, d'y avoir en quelque sorte toujours été. Ça a une force magique comme petite ville à côté de cet immense, évidemment, ensemble, puisque ça fait des dizaines et des dizaines, peut-être des centaines de kilomètres carrés. Hein, le site d'Angkor, on ne peut pas tout voir. Hein, on en verra l'essentiel. Alors, évidemment, on est à côté du lac. Et en fait, on va voir donc, sur fond de ces villages, de ces forêts, de ces rizières, on va voir cet immense centre. Je dirais, c'est, sans vouloir du tout être péjoratif, c'est en quelque sorte une espèce de Lourdes plus Saint-Michel du bouddhisme. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, vous êtes au cœur d'un centre de pèlerinage immense, donc construit par cet empire khmer entre le 9e et le 15e siècle, à ce moment où les Khmers faisaient régner leur ordre sur cette partie de l'Asie. Alors, Angkor Wat va nous faire découvrir aussi toute une architecture de bois et alentour avec des villages qui sont des micro-villages et qui vont nous faire plonger dans la réalité aussi de cette vie cambodgienne encore paysanne. Et donc on va avoir le contraste entre ces monuments de civilisation et cette vie assez humble à côté. Et c'est ce rapport avec aussi toute cette architecture, encore une fois, en bois qui va être voilà, tout à fait important avant de nous rendre à Udong, qui a été la capitale, n'est-ce pas? Udong, ça veut dire la suprême. Traduction, c'est ça. Et vous voyez que vous êtes dans l'ascension, le pouvoir impérial, le pouvoir pyramidal
qui est en fait véritablement les stupas, c'est-à-dire ces monuments tout en hauteur, marquent la dimension de la royauté. Alors il y a des nécropoles royales, etc. C'est une ville qui a été la capitale vers 1750 à peu près, du Mont Khmer. Et cette ville, donc, elle a eu une débauche de créativité, vous voyez. Mais d'un coup, elle a été abandonnée pour une autre capitale qui est Phnom Penh, qui est la prochaine étape. Et là, vous voyez le palais royal de Phnom Penh. Alors, en fait, dès 1750-60, la capitale est transférée, mais à partir de 1850, en raison de l'arrivée des Français, il va y avoir une espèce de mixité architecturale. Puisque, en fait, on va faire des pavillons. Et là, on voit tout un rapport. Entre autres, à Phnom Penh, il y a le fameux pavillon en métal, dit pavillon de Napoléon, pour Napoléon III, n'est-ce pas, qui est un pavillon, en fait, fait par la France et qui est sur le modèle architectural khmer, une création, en fait, totalement technique, technologique, quoi, qui tient que par le fer, les écrous, etc. Et donc là, on voit véritablement une rencontre de culture avec, de la part des Cambodgiens et du roi de Cambodge, à l'époque, une ouverture à la France totalement profonde, qui illustrera plus tard, dans des circonstances beaucoup plus dramatiques, Norodom Sihanouk, dans les années 70, lorsque le pays partira à la dérive avec les Khmers rouges qui commettront un atroce génocide. Alors après, nous allons, après le palais royal, à Cho Dok. Alors Cho Dok, c'est l'endroit où on vénère la Dame de la Montagne, mais c'est aussi, en fait, un endroit de confluence, parce que ça y est, on est au Vietnam. Donc on vient de passer du monde Khmer au monde vietnamien. Mais là, comme toutes les villes frontières, c'est encore un monde mêlé. C'est d'ailleurs un monde mêlé parce qu'il y a des communautés musulmanes à Cho Dok et une importante communauté catholique qui date effectivement aussi de la période de l'évangélisation. Ça a été un lieu de martyrs chrétiens, mais pas à l'époque de la colonisation, bien plus tôt, parce que le christianisme avait un peu de mal à entrer en Asie. Et donc c'est, je dirais, là on est dans le monde splendide de la rizière, de la confluence de l'eau et de la terre. On est dans cette Asie tropicale avec ce soleil, cette lumière singulière, et évidemment aussi une gastronomie qui change complètement, pas totalement, mais tout de même, et la découverte de cette cuisine vietnamienne, dont je considère, moi, qu'elle est l'une des meilleures, et l'une des plus pures du monde, au sens de cette franchise des produits et de cette qualité des traitements, des découvertes admirables à faire, et qu'on va continuer à Sadek. Vous voyez, là, vous êtes véritablement dans cet univers paysan, tropical, mais Sadek, c'est aussi un grand port fluvial qui a été la principale base américaine au Vietnam du Nord, enfin, à la limite du Vietnam du Nord, et qui a été aussi une base industrielle, mais c'est aussi une région donc, de culture, mais aussi une région de pagodes. Et là, ce sont des pagodes vietnamiennes, on change d'univers. C'est aussi une ville que peut-être vous avez lue, sur laquelle vous avez lu, c'est peut-être, voilà, ou que vous avez vu au cinéma, c'est la ville de Marguerite Duras. C'est la ville de l'amant, n'est-ce pas? Voilà, donc là, on est aussi dans ce rapport certainement compliqué, encore une fois, que je ne veux pas naturaliser. Là. Il y a toujours une différence entre le colonisateur et le colonisé, ça c'est clair. Je veux dire, je ne veux pas annuler du tout cette différence. Mais ça existait et il en reste quelque chose d'échange, des cultures et de profondeur qu'on va retrouver un peu plus loin à Bến Tre. Alors là, vous voyez, on est... Bến Tre qui est la capitale de la noix de coco dans tous ses états, dont les bonbons, la noix de coco, etc. Mais qui est aussi, alors là, la touffeur tropicale, la forêt,
Ah, là, vous êtes beaucoup plus dans l'univers, par exemple, si vous avez vu ce film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, etc. On est vraiment dans un Vietnam beaucoup plus, je dirais, centré sur lui-même, découverte aussi étonnante. Et puis, on arrive à Ho Chi Minh Ville. Vous connaissez peut-être la chanson de Jean Ferrat, « Ah, monsieur d'Ormesson, vous préfériez » quand Ho Chi Minh Ville s'appelait encore Saigon. Voilà, Ho Chi Minh Ville. Ho Chi Minh, c'est le vainqueur de la guerre. C'est le communiste du Nord qui a chassé, je dirais, d'abord les Français, nous, Dien Bien Phu, et puis ensuite les Américains, qui capturent ce Vietnam du Sud, dont la capitale est Saigon, et qui va être rebaptisée Ho Chi Minh Ville. Et Saigon, c'est la perle de l'Extrême-Orient, c'est comme ça qu'on l'appelait, en tout cas à Paris jusqu'en 1950. Donc c'est une ville qui aujourd'hui est très moderne, mais elle est marquée dans son vieux centre-ville par deux choses. La première, c'est que c'est une de ces villes géométriques, c'est-à-dire qu'on a voulu faire au cordeau, quoi. Et puis deuxièmement, il y a ce côté un peu évidemment sidérant quand on est dans le vieux centre, entre la cathédrale, le bureau des postes, la gare et le théâtre, vous avez l'impression d'être dans une ville française transportée sous le soleil des tropiques, n'est-ce pas? Mais une ville du 19e. C'est tout à fait sidérant. Alors voilà, vous êtes dans cette ville de missionnaires et de marchands, une ville où on voit cette jeunesse extraordinaire se déplacer en vélomoteur, cette ville qui a envie de retrouver en fait son accord avec l'Occident, avec l'Europe, voilà, et cette ville où on s'arrête pour manger ce qui reste un peu de notre présence, c'est-à-dire le fameux sandwich vietnamien dans un pain baguette. C'est pas un des grands des plaisirs. Donc voilà. Voilà. Donc à travers cela, on va voir aussi ce qu'est le bouddhisme. Parce que le bouddhisme, c'est souvent vu d'une manière un peu incohérente en France. Le bouddhisme, c'est aussi pas qu'une sagesse, c'est aussi une religion. C'est une religion, comme toute religion, elle fait du bien, mais aussi elle fait du mal, cette religion. Et je veux dire que si peut-être les chrétiens du Proche-Orient peuvent être persécutés par les islamistes, en Asie, particulièrement en Thaïlande, ce sont les musulmans dont les villages sont brûlés, incendiés par les bonzes bouddhistes. Parce que cette guerre des religions se retrouve partout. Donc on découvrira aussi peut-être une vision un peu moins fantasmée du bouddhisme. Et je crois que ça aussi c'est intéressant. Et quand on verra des tas de petits moignons de 10 ans, le crâne rasé, s'éparpiller autour d'un temple, on ne dira pas ils sont très pieux, on se rendra compte qu'en fait le temple, c'est comme c'était en France sous l'Ancien Régime, c'est en fait le seul lieu où il y a une école pour apprendre à lire et à écrire, que c'est le petit séminaire. Vous voyez? On va un peu démythifier, on va mythifier le bon côté de l'Asie, le remythifier, et puis démythifier un peu aussi les côtés un peu... Alors, je conclus pourquoi moi j'accompagne ces voyages, parce que d'abord, ça me permet de voyager moi-même, avec mon épouse. Parce que, pourquoi je fais ça? Parce que je le fais qu'avec Voyage d'Exception, parce que j'aime la conception que Lionel Rabier a apportée à son entreprise, qui est en fait d'essayer d'offrir une rencontre aussi totale que possible, avec des destinations choisies, évidemment, dans le confort, mais aussi d'une rencontre qui est à la fois archéologique, historique, humaine, esthétique, artistique, politique, géopolitique, essayer de comprendre là où on est, et en même temps une rencontre humaine, vivante aussi avec les gens, vibrante d'émotions. Et c'est pour ça que ça me plaît, et ces voyages sont pour moi l'occasion aussi de rencontrer des tas de gens formidables dont vous êtes, je ne me moque pas du tout, c'est ce que je pense très exactement, et ceux avec qui j'ai voyagé peuvent le dire. Dans ces voyages-là, moi, je suis totalement disponible parce que je pense que c'est une occasion de se connaître aussi. Et donc, je dirais que voilà, il vous reste à choisir entre les odeurs des souks à Alger
les nuances du bleu azur qui tombent du ciel sur l'Acropole, ou les ombres des palais tuviers qui ornent Phnom Penh. Vous pouvez aussi, c'est un choix aussi entre les invocations à Allah, à Jésus ou à Bouddha. C'est encore un choix entre un tagine, un falafel ou un feu. Vous savez d'ailleurs pourquoi le feu s'appelle feu. C'est la fameuse soupe tonkinoise, n'est-ce pas, hein, qui est avec un bouillon de bœuf et des nouilles, n'est-ce pas, avec ensuite quelques herbes et plus ou moins de piment. Feu, pot-au-feu. Pot-au-feu, feu. Voilà, donc c'est le nom qui a été donné pour communiquer avec les Français qui arrivaient et qui ont cru que c'était un pot-au-feu, et le nom est resté. C'est juste pour dire, vous voyez, comme quoi il y a toujours des choses. Alors, vous pouvez choisir, vous pouvez aussi prendre les trois, hein. Parce que ces trois destinations, en fait, elles participent d'une même manière d'aller à la rencontre de ces Orients, encore une fois, qui nous parlent, parce que nous leur avons parlé aussi, et que s'il y a des formes d'échange culturel qui restent dans notre littérature, dans notre cinéma, dans nos imaginaires, dans notre cuisine, et que c'est formidable d'aller, en fait, à la rencontre. Ce sont des voyages, en fait, de nostalgie et des voyages futuristes en même temps, parce que, évidemment, nous avons besoin aussi de renouer avec ces peuples, comme eux avec nous, d'ailleurs. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci, Michel. Merci à vous. Vous avez été